Michel Vol, bonjour. Bonjour Laurent Phébis. Michel Vol, tous les candidats à l'élection présidentielle ont mis à leur programme la réindustrialisation de la France, voire le retour au Made in France. Mais à les écouter, on sent bien qu'ils n'ont qu'une idée très vague des réalités de l'usine du XXIe siècle, de la réalité des process de production et de la réalité de ce que c'est qu'un produit aujourd'hui. Oui. Et pourtant, c'est assez facile, si on visite simplement une usine, de se rendre compte que tout est fait par des robots, à peu de choses près. Il y a quelques superviseurs, il y a quelques équipes de maintenance, mais en fait, beaucoup de choses sont automatisées. Toutes les tâches répétitives sont automatisées, qu'il s'agisse d'ailleurs de tâches manuelles ou de tâches intellectuelles. Et donc, l'entreprise d'aujourd'hui n'a plus grand-chose de commun avec l'image que l'on a conservée de l'entreprise industrielle d'autrefois, où des milliers d'ouvriers accomplissaient à longueur de journée des tâches répétitives. Et cette image, c'est celle, sans doute, qui reste dans la tête des politiques qui n'ont rarement mis les pieds dans une usine, ou en tout cas, s'ils y ont mis les pieds, c'était pour des visites officielles assez superficielles. Et donc, ils n'ont pas vu cette transformation très profonde du système productif qui réside dans l'automatisation des tâches répétitives. Alors cette révolution du système productif, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui de façon approfondie. Alors Michel Vol, en quelques mots, vous êtes polytechnicien, vous êtes aussi, et vous y tenez beaucoup, docteur en histoire, vous êtes un ancien administrateur de l'INSEE, vous avez été consultant, chef d'entreprise, auteur de nombreux ouvrages sur la statistique, l'analyse des données, les nouvelles technologies avec Economy, un ouvrage sur l'informatique, un roman, le Parador, et vous êtes blogueur sur le site vol.com. Vous venez d'ailleurs de publier sur votre site vol.com une lettre ouverte aux présidentiables pour les interpeller justement sur ce thème de leur méconnaissance de l'industrie. Alors selon vous, l'informatisation des process de production est le moteur d'une nouvelle révolution industrielle. Dans les années 70, nous avons véritablement changé de système technique. Oui, c'est vers le milieu des années 70, il s'est trouvé une conjonction de phénomènes. La crise pétrolière amorcée en octobre 73 avec la guerre du Kippour a modifié les anticipations des entreprises, en fait. C'est-à-dire une ressource essentielle qui est l'énergie est devenue volatile en termes de prix. Et donc elle a introduit des incertitudes très fortes dans les perspectives économiques. Et à ce même moment, d'une part, le mouvement social de 68 avait transformé les relations entre les salariés et les entreprises dans des conditions que les entreprises pouvaient juger trop favorables aux salariés. Et l'informatique se proposait comme un nouveau moyen, un nouveau facteur de production. Avec d'ailleurs, vers 1972, l'émergence de l'expression système d'information et de l'idée qu'à côté de la production et de la gestion, le système d'information offrait à l'entreprise de nouvelles perspectives. Tout ça était à l'époque assez vague, mais ça a suffi pour faire basculer en profondeur la façon dont les entreprises concevaient le rôle de l'automatisation. Et par-dessus le marché, par la suite, les très rapides progrès de l'informatique en termes de performance, en termes de prix aussi, n'ont fait qu'accélérer le mouvement et l'amplifier. Avec l'arrivée de l'Internet, en gros, dans les années 90, ça a complètement modifié les conditions de communication à l'intérieur de l'entreprise. Donc vous datez du milieu des années 70, ce basculement vers un nouveau système technique. Alors ce qui est très étonnant, c'est que dans cette décennie 70, il s'est passé plein de choses. Plein de choses ont basculé à peu près à la même époque. Je vais citer pêle-mêle 71, décrochage du dollar de l'or et fin du monde de Bretton Woods, en quelque sorte. 73, vous en avez parlé, le choc pétrolier, les problèmes de l'énergie qui se posent. 76, Milton Friedman reçoit le prix Nobel d'économie. C'est tout un symbole. Et fin des années 70,
élection de Margaret Thatcher en 1979, Ronald Reagan arrive au pouvoir en 1981, et surtout, je dirais presque surtout, arrivé au pouvoir de Deng Xiaoping en 1978. Et puis aussi, apparition des premiers micro-ordinateurs. Et tout ça dans une période très très brève. En effet. On peut dire que si je prends le petit paquet que vous avez ficelé là avec Milton Friedman, Reagan et Madame Thatcher, on peut interpréter ça comme un signe d'affolement intellectuel. Le changement de système technique est senti plus que perçu et encore moins compris. Hein. Et on cherche la réponse dans le déchaînement de la concurrence tous azimuts, la dérégulation, voilà, dans finalement la partie la plus, je dirais, la plus élémentaire et la plus dogmatique du cours d'économie, dans le premier chapitre du cours d'économie. Hein. On cherche les recettes à cet endroit-là. Face à crise monétaire, crise énergétique, voilà. Modification des rapports salariés-entreprises. Voilà. On se dit, il n'y a qu'à déchaîner la concurrence, il n'y a qu'à faire taire l'État. Il n'a plus rien à dire en économie. Hein. Il n'y a qu'à supprimer, démanteler les services publics. Il n'y a qu'à découper les monopoles naturels. C'est quelque chose d'assez effrayant d'ailleurs, de découper un monopole naturel. Si on dit monopole naturel, c'est qu'il y a une raison physique. Une recherche d'économie d'échelle favorable à l'efficacité. Hein. Et on découpe les monopoles naturels, on le voit d'ailleurs encore. Hein. Et à chaque fois, une théorie arrive pour légitimer. Dans le cas des monopoles naturels, c'est la théorie des marchés contestables, par exemple. Voilà. Ah, tout à fait. Donc on a découpé les réseaux télécoms, on a on découpe actuellement, d'ailleurs, vous voyez, les réseaux de distribution d'électricité, les réseaux ferrés également. Hein. Tout ça en créant d'ailleurs d'énormes problèmes de cohérence et de coordination entre les entités qu'on découpe. Voilà, tout ça naît à cette époque-là, et j'y vois, moi, je ne suis pas le seul d'ailleurs à dire ça, une réaction d'affolement. Vous savez, c'est quand vous apprenez à conduire une motocyclette, vous avez peur dans les virages parce qu'il faut se pencher. Hein. Donc vous pensez qu'en se penchant, vous allez tomber. Et donc, vous résistez, vous empêchez votre moto de se pencher. Et du coup, vous tombez effectivement dans le fossé extérieur. Je pense que c'est ce qui s'est produit à ce moment-là. Alors, tout se met en place à ce moment-là pour vivre ce changement, ce basculement de système technique. Et puis survient, j'ai évoqué l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan et Margaret Thatcher, le phénomène de la globalisation. Qui va modifier un petit peu le sens de l'histoire. Est-ce que finalement, cette globalisation n'a pas ralenti le changement de système technique? Et au lieu de s'informatiser et d'automatiser les process, le monde occidental et puis le monde émergent à la suite a substitué du travail à bon marché à l'investissement. On peut voir les choses sous deux angles. Hein. D'abord, la globalisation ou la mondialisation s'appuie sur l'informatique. C'est grâce à l'Internet et aux réseaux qui entourent le monde d'une pelure informationnelle qui le réunit en un point de dimension nulle, en définitive. C'est grâce à lui que l'on peut dire que la distance géographique a été supprimée, les effets économiques de la distance géographique. L'informatisation, le container et la dérégulation financière. Et alors justement, le container, c'est comment dirais-je, l'importance prise par le container dans le transport vient de l'informatisation. S'il n'y avait pas eu l'informatique pour gérer la mécanique des grues et la manipulation des containers dans les ports et la façon dont on les classe sur les bateaux pour ensuite les décharger à destination, etc., jamais on n'aurait pu y arriver. Donc l'informatisation de la logistique des containers a pratiquement annulé le coût du transport physique, du moins pour les biens non pondéreux, évidemment, pour des il faudrait d'ailleurs qu'un présidentiable visite un grand port avec ces milliers et milliers de containers qui ne peuvent être suivis que par des systèmes informatiques. Voilà, il faut voir ça à Naples ou à Singapour. À Hong Kong. Voilà, c'est effectivement tout à fait impressionnant et c'est très fortement informatisé. Et donc du coup, le coût de transport est pratiquement annulé, le coût de transport de l'information évidemment est annulé. Hein. Tout cela pousse à avoir un monde qui se réunit, une place de marché dans laquelle la sensation de la distance physique a été supprimée. Et du coup, évidemment, ça rend tentante
la délocalisation des unités de production. On se dit, après tout, puisque la distance est supprimée, je peux mettre mes usines dans les endroits où le salaire est le moins cher. Et là, il y a un effet de retour, un effet de balancier. Cette facilité qui est offerte aux entreprises d'aller profiter des salaires bas dans des pays où la main-d'œuvre est à la fois capable et peu coûteuse, ça retarde d'autant l'introduction des automatismes dans les usines. Hein. Enfin, on ne peut pas négliger la révolution politique qui a lieu en Chine à ce moment-là, où se met en place un pouvoir qui ouvre son territoire à la production occidentale. Voilà, et oui, et même sans révolution politique, l'Inde aussi se trouve dans la même trajectoire. Effectivement, c'est corrélatif et ça tombe bien en un sens, hein, ça ouvre à cette tentation de délocalisation des possibilités très fortes, dont d'ailleurs accompagnées de difficultés qui, au moment où on délocalise, sont généralement sous-estimées. Hein. Le fait de piloter à distance des usines n'est pas non plus quand même si la distance géographique a été supprimée, ça n'est pas totalement simple. Alors l'informatisation dans cette période-là et la dérégulation financière sont concomitantes, parce que pas de globalisation sans liberté de mouvement des capitaux et pas de liberté de mouvement des capitaux sans système informationnel pour faire circuler l'argent. Les salles de marché s'informatisent à toute allure. Et elle joue sur cette finance mondialisée, unifiée. La finance tournait autour des bourses. Chacune avait sa bourse. On jouait. Alors il y avait la City, il y avait Francfort, il y avait Paris, il y avait bien sûr le Wall Street. Il y avait Lyon aussi. Hein, il n'y avait pas simplement Paris, il y avait la bourse de Lyon, la bourse de Bordeaux. Voilà. Chacun vivait autour de sa bourse. Et à partir du moment où l'Internet arrive et où finalement tous ces traders se trouvent devant des écrans claviers avec des tas de données qui leur arrivent du monde entier, ils se mettent à jouer sur le monde entier. Donc la finance elle-même se mondialise. Elle s'automatise aussi. Hein. Vous savez que actuellement on dit que pratiquement les 2/3 des transactions à la bourse de New York sont déclenchées par des automates. Dans une fraction de microseconde où ils vont guetter les arbitrages. C'est évidemment excessivement dangereux. Et c'est dangereux parce que ces automatismes déchaînés ne sont pas... Aucun automatisme n'est parfait, aucun programme informatique n'est parfait. Il peut y avoir des bugs, il y en a toujours d'ailleurs. Hein. Dès qu'un programme est un peu gros, il contient des erreurs. Et il peut y avoir des événements imprévus. Et à la vitesse de la microseconde, l'être humain ne peut plus intervenir pour reprendre la main, quoi. Et donc on a une finance qui est devenue une usine à crise, qui se manifeste soit globalement par des évolutions de cours complètement erratiques, comme on l'a vu un jour à Wall Street, soit même dans le détail. Vous avez des entreprises dont le cours de l'action se met à chuter d'un seul coup, sans aucune raison réelle. Ça crée des volatilités tout à fait artificielles. Mais revenons au système productif stricto sensu. Donc, développement de l'informatisation, développement de la globalisation, alors que le mouvement naturel aurait été de renforcer l'intensité capitalistique de la production, d'automatiser davantage, d'informatiser davantage, et finalement la globalisation va agir comme un frein. D'ailleurs, il est assez intéressant de voir qu'en 1990 est publié en France un livre très intéressant de Benjamin Corria qui décrivait un monde et des usines automatisées. Et ce qui va se passer en réalité, c'est au lieu d'avoir une substitution du capital au travail massive, c'est une substitution du travail au capital. Ou du travail à bon marché au capital. Voilà. En fait, alors, vous faites bien d'évoquer le livre de Benjamin Corria, 90, c'est en effet remarquable. Il fait suite lui-même au livre de Bertrand Gilles, Histoire des techniques, chez Gallimard, dans la collection de la Pléiade, en 78, hein, qui fait lui-même suite à des réflexions animées par Philippe Roqueplot dans les années 70. Hein. Et donc, à partir de ce moment-là, arrive effectivement à la conscience de certains économistes le phénomène du changement de système technique. C'est-à-dire qu'on a eu un système productif qui était bâti sur la synergie entre la mécanique, la chimie et l'énergie. Le symbole de ce système productif, c'était l'usine avec ses cheminées, les engrenages et la cornue des chimistes, et peut-être le pylône de transport d'électricité. Et arrive une nouvelle synergie qui est celle qui se bâtit sur
la microélectronique, le logiciel et l'Internet. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ces théoriciens anticipent ce qui va effectivement se déployer dans les années qui suivent, l'automatisation de la production des biens, donc l'automatisation des usines, le fait que l'emploi va être éliminé dans les usines à peu de choses près. Vous savez ce que dit Barack Obama en ce moment? Il dit c'est quand même curieux. Dans les entreprises avant, on utilisait 1000 ouvriers pour produire. Aujourd'hui, on n'en utilise que 100 et on produit beaucoup plus et beaucoup mieux. Voilà, c'est ça le phénomène. Hein. L'usine s'est vidée de ses effectifs, exactement comme l'agriculture s'est vidée de ses effectifs au XIXe siècle. L'usine occidentale. L'usine occidentale. Alors en effet, la délocalisation et le fait d'utiliser une main-d'œuvre peu coûteuse, mais quand même qualifiée dans des pays émergents, a été un frein par rapport à ce phénomène, mais il reste massif. Il reste l'horizon. Si vous voulez, à un moment donné, le pouvoir d'achat des travailleurs en Chine va monter. D'ailleurs, il est en train de monter. Il est en train de monter. Bon. Et on se rendra compte qu'il y a dans le système productif actuel, dans son socle physique, cette contrainte de l'automatisation de la production des biens. Ça va devenir la règle.